vu juste après. Juste un exemple à titre d'introduction, les maladies cardiovasculaires qui sont un facteur majeur de surmortalité chez les patients schizophrènes les plus jeunes, entre 25 et 44 ans, avec un risque à 6, hein, c'est tout à fait considérable. Si vous regardez toutes causes confondues de mortalité, vous avez chez les hommes schizophrènes 3,6 fois plus de risque de décéder sur un suivi de 11 ans, et chez les femmes 4 fois plus élevé, un risque 4 fois plus élevé. À peu près toutes les causes sont concernées. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est particulièrement vrai chez les femmes. Pour les causes neurologiques, également des risques très élevés, des infections et des accidents. Alors pour le cancer, j'insiste un tout petit peu plus. Là aussi, un résultat significatif, mais uniquement chez les femmes et pas chez les hommes, tout cancer confondu. Par contre, si vous regardez plus précisément le cancer du poumon chez les hommes, et vous avez un risque significatif, donc les hommes schizophrènes sur 11 ans ont 2 fois plus de risque de décéder par cancer du poumon qu'en population générale, et les femmes d'un cancer du sein avec un risque multiplié par 3, ce qui est tout à fait considérable. Pourquoi ces résultats tout à fait préoccupants? Eh bien parce que les patients schizophrènes ont des facteurs de risque de façon plus importante qu'en population générale. Ils sont plus souvent sédentaires, ont une hygiène alimentaire qui est moins bonne, fument plus souvent, abusent parfois d'alcool, voire d'autres produits, et surtout ont ce fameux syndrome métabolique plus souvent qu'en population générale, du cholestérol, des triglycérides, de la glycémie, une surcharge pondérale et une hypertension artérielle. Il faut savoir que ce syndrome métabolique est un facteur de risque important, à la fois de maladies cardiovasculaires, mais également de diabète, donc très important à surveiller. Les pathologies somatiques sont à la fois plus fréquentes, mais elles sont également sous-diagnostiquées, sous-dépistées, donc sous-traitées. Et pour illustrer ce point, j'ai rapporté sur cette diapositive les résultats d'une étude nord-américaine sur un nombre très important de sujets, plus de 30 000 sujets atteints de schizophrénie, qui montrait qu'à l'inclusion dans la cohorte, eh bien, parmi les patients qui avaient un diabète, 30% n'étaient pas traités. Parmi ceux qui avaient une dyslipidémie, cholestérol, triglycérides, 88% n'étaient pas traités. Et ceux qui avaient une hypertension artérielle, 62% n'étaient pas traités. Donc vraiment, un filtre d'accès aux soins. Les patients schizophrènes ont beaucoup de maladies somatiques et ne disposent pas des soins adaptés de manière suffisante. Un autre exemple, le diabète, principalement de type 2, est 2 à 3 fois plus fréquent chez les patients schizophrènes qu'en population générale. Il est possible d'intervenir, ce sera mon propos, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait qu'on ne peut pas intervenir sur un certain nombre de facteurs qui sont génétiques, l'âge, le sexe, mais on peut tout à fait intervenir sur la consommation d'alcool, de tabac, les drogues, l'hypertension, la surcharge pondérale. Frédéric Limousin vous a rappelé le syndrome métabolique. Alors, on a mis en groupe de travail en route pour essayer de produire des recommandations. On est en train de les finir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est à l'hôpital ou lorsqu'on est en ambulatoire dans son CMP pour veiller sur la bonne santé du patient? Il y a une proposition de tableau sur laquelle les uns et les autres ont travaillé qui résume assez bien ce qui se fait dans la littérature scientifique actuelle. Vous le voyez, ce sont des choses extrêmement simples qui peuvent être faites à peu près dans toute la France, que ce soit au cabinet du médecin ou à l'hôpital, le poids, la glycémie, le périmètre abdominal, le CG, la pression artérielle. Donc des éléments très basiques, peu coûteux, et on sait, dans la littérature internationale, lorsqu'on met ça en place systématiquement, un peu comme un carnet de santé, comme chez les enfants, qu'on améliore considérablement la santé. Beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, l'accent est mis à la fois sur la prévention, diminuer les facteurs de risque, augmenter le dépistage, recourir plus systématiquement aux médecins généralistes référents pour chaque patient schizophrène, ce n'est pas encore le cas pour tous nos patients, réaliser des bilans somatiques et biologiques de façon plus systématisée, plus régulièrement, optimiser les prises en charge somatiques, lutter contre le filtre d'accès aux soins des patients schizophrènes et penser à nos aînés, donc développer la psychiatrie du sujet âgé. Les personnes souffrant de schizophrénie ont plus de maladies somatiques que la population générale et sont très souvent sous-diagnostiquées et sous-traitées. En raison de nombreux facteurs de risque, tabac, alcool, sédentarité, surpoids, hypertension, leur taux de surmortalité prématurée est 2 fois plus élevé qu'en population générale. Il serait possible d'agir sur ces facteurs avec des mesures de prévention et de dépistage et un recours plus systématique aux médecins généralistes référents.
quand j'ai débuté la psychiatrie, dans les hôpitaux psychiatriques, il y avait une petite scène qui se répétait souvent. C'était un patient qui disait au médecin, ou à l'infirmière, je voudrais travailler. Et le médecin le regardait et disait, ouais, ben, attendez donc d'aller mieux. Et puis quand vous irez mieux, vous irez voir l'assistante sociale qui vous trouvera du boulot. Alors, sauf que les assistantes sociales ne trouvent pas de boulot, elles vous expliquent que c'est pas leur métier. Et puis quand aller mieux, ça prend longtemps, quand ça prend très longtemps, c'est une façon de dire, bah écoutez, on verra plus tard. On verra plus tard ou on verra jamais. Et il y a des équipes qui employaient, ça se fait plus, hein, cette expression de faire son deuil. Il faut qu'il fasse son deuil. On sait aujourd'hui que 75% à 90% des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques ne travaillent pas. Et nous savons aussi par ces recherches que pourtant, entre 50 et 70% d'entre elles souhaitent intégrer un travail dans le milieu ordinaire. Alors, sur cette question, il s'est passé pas mal de choses sur le terrain, mais dans les textes, pas grand-chose. Pas grand-chose. En 2005, cependant, comme vous le savez, la loi de 2005 pour l'égalité des chances a parlé du handicap lié aux troubles psychiques. Autre nouveauté, le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2014, qui était publié en février 2011-2015, février 2012, qui parle de cette notion de soins de réadaptation ou de réhabilitation psychosociale. Alors c'est quoi ces types de soins qui apporteraient quelque chose à cette question? Alors, très rapidement, les unités de soins de réadaptation en psychiatrie, c'est une unité distincte de l'unité de soins aigus. Il y a toute une partie de l'équipe qui est du côté du psychique, et puis il y a une autre partie de l'équipe qui s'occupe de formation, d'éducation, découverte des métiers, stage en entreprise, etc. On travaille à partir des difficultés que rencontrent les personnes dans la mise en situation. Et en faisant cela, puisque la personne est en train de faire quelque chose, elle retrouve quelque chose d'un pouvoir d'agir, empowerment en anglais, et qui est probablement aussi à la base de processus de santé. Nous avons choisi, nous, de nous orienter sur cette approche qui est l'approche Choisir, Obtenir, Garder de l'Université de Boston. C'est une approche qui est issue hors milieu psychiatrique. Boston travaille sur la réhabilitation depuis 30 ans, donc ils ont un recul qui est assez intéressant. C'est une certaine vision de la place de la personne avec des troubles psychiques dans notre société. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire et notre spécificité, c'est de travailler en réseau, c'est-à-dire que nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec les équipes de soins, les équipes donc du service public de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, et du SAMET également. Donc le SAMET, c'est un service d'accompagnement et de maintien à l'emploi pour les travailleurs handicapés. Donc ce sont des personnes qui sont déjà dans l'entreprise. Une étude de Svildens et Wilma donc, en 2011 qui a été faite en Hollande qui démontre l'efficacité de cette approche en ce qui concerne l'emploi compétitif en milieu ordinaire de travail. Une grande préparation a été évaluée moins efficace qu'une mise à l'emploi qui va être accompagnée d'une manière très suivie avec la personne. « 75 à 90% des personnes souffrant de schizophrénie sont aujourd'hui sans activité professionnelle. Le travail des associations et des chercheurs montre pourtant qu'il est possible d'accéder à l'emploi et de s'y maintenir lorsqu'on y est soutenu et accompagné. Différentes associations proposent ces programmes de réhabilitation et de soutien personnalisé à l'emploi, mais elles sont encore trop peu nombreuses en France. On s'était aperçu en 2011 que 75% de nos bénéficiaires vivaient donc encore chez leurs parents. Il y avait un grand besoin justement de travailler sur cette autonomie,
Donc on est allé voir nos partenaires au niveau du Conseil général et de la cohésion sociale pour leur dire il y a vraiment un besoin là. Ils nous ont aidés à mettre en place une action expérimentale en 2011 qui a permis donc d'accompagner ces personnes vers le logement autonome. C'est-à-dire c'est le logement diffus, locataire privé et public. Lors de l'enquête Samantha, je ne sais pas si vous connaissez cette enquête, c'est une enquête qui a été faite par l'Observatoire du SAMU social de Paris l'hiver 2009-2010 et qui a étudié les personnes qui étaient à la rue sur un échantillon de 850 personnes. Nous étions 4 psychiatres à travailler cette population et il nous est apparu des choses quand même très, très inquiétantes. 13% de psychotiques parmi la population rencontrée. Bon. Et encore plus inquiétante, si on prend la tranche 18-25 ans, 17%. Je vais essayer de vous parler d'une manière de sortir de la rue et notamment d'un programme de recherche qui s'appelle Un chez-soi d'abord. C'est une recherche multisite sur Marseille, Lille, Toulouse et Paris dernièrement, depuis le mois d'août. Elle consiste à rencontrer des personnes supposées être dans la rue, c'est-à-dire au sens de l'OMS, c'est-à-dire plus de 7 jours passés à la rue ou sans abri. Ces personnes donc constituent les patients que je vois par exemple dans le service que je dirige, qui est une équipe mobile psychiatrie précarité à Sainte-Anne. Il y a plus d'une centaine d'équipes comme ça sur tout le territoire national et on va essayer d'aider ceux qui ne demandent rien, ceux qui délirent sous un porche, dans une gare ou dans un squat. Alors, on a donc un public, des équipes mobiles, un réseau associatif et tout cela va conduire à rencontrer un médecin qui va proposer quelque chose d'assez intéressant si les personnes y consentent, c'est-à-dire, écoutez, voilà, on va vous proposer un logement ce soir. On tire une enveloppe et la personne a une chance sur 2 d'avoir un logement à l'ouverture de l'enveloppe. On est suivi par le secteur, l'association, le réseau habituel. Et c'est ce suivi habituel qui va être observé pendant 3 ans. Et puis, si on a un logement, eh bien, on va avoir le suivi habituel, plus un choix d'un logement. On propose 3 logements à ces personnes et puis bien, elles choisissent. Et ça n'est pas simplement un toit, c'est également une équipe dédiée qui est composée d'éducateurs, de pères aidants, de psychiatres, de psychologues, d'assistants sociaux, etc. et qui vont accompagner pendant ces 3 ans la personne dans ce logement. Les premiers résultats que l'on a, c'est que, eh bien, on a l'impression que ces personnes ont un rapport à l'habitat qui est nettement meilleur quand il y a une équipe accompagnée qui vient les aider à bien habiter, à bien faire leurs courses, à bien remplir le frigo, à bien changer une lampe grillée, plutôt que d'attendre un mythique secteur qui viendra changer la lampe avec 2 infirmiers. Vous voyez le coût de la lampe. Le rapport à la santé, le rapport à l'avenir, les perspectives, la fréquentation des structures. On voit bien qu'il y a une chute de la fréquentation des urgences avec cette expérimentation, une chute des conduites addictives. Bref, quelque chose qui se produit par cette équipe dédiée qui vient aider cette personne qui reçoit un toit d'emblée. Les personnes souffrant de schizophrénie sont majoritairement logées dans leur famille et un nombre inquiétant d'entre elles vit dans la rue, 13% des sans-abri de Paris. Le programme de recherche Un chez-soi d'abord évalue l'impact d'un accompagnement au logement autonome par une équipe pluridisciplinaire dédiée. La présence de cette équipe semble favoriser le maintien dans le logement et dans les soins. Meilleur rapport à l'habitat, meilleur accès aux soins et aux droits, moins d'hospitalisation. Le GEM est un outil contre l'isolement. Le GEM facilite l'insertion dans la cité.
Permettre aux personnes de discuter avec des professionnels qui sont là pour écouter et pour orienter vers des partenaires selon le besoin de chacun. C'est un lieu non médicalisé. Il est complémentaire aux structures médicalisées existantes sur le territoire. C'est une association de libre adhésion où chacun peut définir lui-même à son rythme de son investissement. Passer boire un café, participer aux activités, en proposer, se présenter aux instances de l'association. C'est une association faite par et pour ses adhérents. C'est une association d'usagers. Chaque GEM doit avoir un parrain et ou une structure gestionnaire. Aux Ailes de l'Espoir, c'est l'association Marguerite Sinclair qui a porté ce projet de GEM. Nous sommes partis du constat que les personnes accompagnées par le service d'accompagnement vers l'emploi, le SAVE 68, avaient exprimé le besoin de créer du lien social. De fait, nous avons créé ce GEM avec les personnes directement concernées dès octobre 2006. Chez nous, une personne adhérente vient à son rythme et décide de son investissement au sein de l'association, sachant qu'un simple sourire est signe de participation. Il est important de souligner que les personnes qui donnent de leur temps pour faire vivre l'association peuvent être formées. Formation aux premiers secours, connaissance des maladies, accueil, tenir les comptes et gestion d'une association. Le GEM fait partie prenante de la vie de la cité. En 2012, nos adhérents ont été orientés vers nous à 4% par la presse, 26% par le bouche à oreille, 28% par les partenaires du territoire, SAVS, compagnie théâtre, 42% par les structures psychiatriques, ce qui montre que le GEM est un dispositif reconnu par les structures psychiatriques. Nous nous sommes posé la question de l'utilité sociale d'un GEM. Donc, nous allons évoquer quelques pistes au travers d'un questionnaire qui a été rempli sur la base du volontariat par les adhérents actuels, donc inscrits avant février 2013, soit 55% des personnes qui ont répondu. Donc, le partage d'expérience est très important chez nous. Donc, on voit que 95% des personnes interrogées se sentent soutenues par les autres adhérents et que 63% pensent avoir aidé un autre adhérent. Pour 70% des personnes interrogées, le GEM a eu un effet positif sur leur santé. Pour donner un exemple, c'est vrai qu'on peut prendre le téléphone et appeler un dentiste, un généraliste, une infirmière si la personne ne se sent pas bien. Voilà. Pour 80% des personnes interrogées, donc le GEM a eu un effet positif sur leur vie quotidienne. Donc, par exemple, sortir de chez elles, faire des courses, refaire à manger, qui nous paraissent simples, mais qui ne sont pas forcément si simples que ça pour tout le monde. Et enfin, pour 88% des personnes interrogées, le GEM a eu un effet positif sur leur relation avec les autres. Donc, le fait de participer à la vie de l'association enlève la peur de l'autre et donc amène les personnes à sortir plus facilement de chez elles et aller dans la cité aussi. Le résultat qu'on ressort et qui paraît très important, c'est 58% des personnes qui pensent avoir été moins hospitalisées depuis qu'elles viennent au GEM. Donc le GEM, pour nous, est un outil de réhabilitation psychosociale où chacun peut valoriser ses compétences, développer son potentiel et donc se sentir mieux. Et c'est donc participer à son rétablissement. De plus, pour les adhérents qui sont orientés par les secteurs psychiatriques, qui ont donc un suivi médical adapté, nous avons l'impression que la collaboration entre les acteurs du GEM et les acteurs du soin diminuerait les hospitalisations. Les groupes d'entraide mutuelle, les GEM, sont des associations d'usagers dont la vocation première est de lutter contre l'isolement. Ces associations sont aujourd'hui reconnues par les usagers et par les professionnels comme des outils efficaces de réhabilitation psychosociale. Ce qu'elle fait, la famille, eh bien, elle héberge ou elle participe au logement quand il n'y a pas d'hébergement possible ou qu'il y a des difficultés avec les familles. C'est une des causes qui fait qu'on retrouve un certain nombre de personnes dans la rue. Et bien sûr, elle contribue, bon, mais ça, vous le connaissez tous, à l'accompagnement personnel, avec des formes très multiples. Il y a des formes affectives, mais il y a aussi des formes financières et juridiques, il y a toute la vie du quotidien, y compris d'ailleurs parfois s'occuper des enfants de la personne malade. Et il y a aussi cet aspect de vigilance, notamment en ce qui concerne les soins, mais aussi de l'anticipation, disons, des phases de détérioration ou des crises.
Il est normal que les malades, même chroniques, en dehors de phases aiguës où ils ont besoin de soins très techniques, puissent vivre dans la cité. Et être soignés dans les murs d'une institution ne peut pas résoudre tous les problèmes. On redécouvre les familles parce que, en fait, bien sûr, elles sont là. De par leur fonction originelle non définie, elles sont polyvalentes, elles doivent pouvoir, entre guillemets, tout faire. Et donc, cette redécouverte est intéressée parce que, bien entendu, elle permet, entre guillemets, des économies financières. C'est même un fondement des politiques publiques. Donc, on va s'appuyer sur les proches, on va s'appuyer sur les familles. On est arrivé à des situations qui, parfois, étaient complètement excessives, avec des familles qui n'étaient pas nécessairement préparées pour le faire, en tout cas qui n'avaient plus le choix. Ça s'accompagnait de sentiments d'impuissance, voire de sentiments de faire perdre des chances à leurs proches, en disant « je ne fais sans doute pas aussi bien ». Et on voit très bien comment, finalement, ce rôle très mésestimé leur posait des tas de problèmes. Alors, que disent les aidants par rapport à ça? Donc là, je vais très vite. On est en train de faire un travail, mais c'est aussi la suite, disons, de questionnements qui ont plus de 20 ans dans notre unité. Les familles refusent, et c'est vrai aussi dans d'autres pathologies, ils ne veulent pas être un soignant profane. On n'est pas non plus un hébergeur, quoi qu'il arrive. On voit bien, il y a toute cette volonté de faire acquérir citoyenneté et autonomie. On n'est pas un auxiliaire de vie, on ne peut pas être réduit à ça, et on n'est pas non plus le contrôleur des moments de dérive, surtout quand on est rarement écouté. Ils ont besoin, sur le plan de la maladie, en tout cas c'est ce qu'ils disent, ils veulent connaître, ils veulent comprendre, ils veulent être informés et reconnus par les professionnels. Je crois qu'on en a eu de multiples témoignages aujourd'hui. Et sur le plan de la vie en société, ce qu'ils veulent, en fait, c'est une vie sociale et personnelle pour leurs proches. C'est-à-dire, et là aussi on vient d'en avoir quelques exemples, l'existence de lieux alternatifs de vie et d'accompagnement, avec les possibilités pour leurs proches de pouvoir exprimer leurs choix individuels. Ils estiment que ce n'est pas à eux à définir les choix pour leurs proches. Les familles sont le premier cercle de solidarité. Elles soutiennent au quotidien, affectivement, juridiquement, matériellement et financièrement. Elles acceptent d'être un soutien pour leurs proches, mais refusent d'être instrumentalisées ou réduites au rôle d'hébergeurs ou d'auxiliaires de vie. Elles demandent à être correctement informées et reconnues par les professionnels et aspirent à ce que leurs proches puissent acquérir citoyenneté et autonomie. Vous avez maintenant une mission. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous savez maintenant que la schizophrénie, c'est une maladie du cerveau qui se soigne et qui se soigne tôt. Donc, mon message, ça va être « Je vous fais confiance, osez parler, tous ».